Armand Laferrère, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous avoir rejoints dans notre studio sur studioqualita.com. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales. Vous siégez dans le comité de rédaction de Commentaires, qui est une revue française très estimée, très réputée, de centre droit, on peut le dire. Et puis, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur la politique internationale, en particulier sur les relations entre la France et les États-Unis. Vous vous intéressez en particulier, on va dire, à Donald Trump, à la personnalité, au rôle qu'il peut jouer en tant que président des États-Unis. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages. Les deux derniers, si je ne m'abuse, sont consacrés justement aux relations entre la France et les États-Unis et à la politique dans la Bible. On va en parler parce que c'est assez intéressant et inattendu. Mais tout d'abord, je voudrais que nous parlions ensemble de ces derniers jours. Nous avons constaté en politique française une implication, on va dire, massive d'Emmanuel Macron, le président de la République, dans les relations internationales. Alors, on l'a vu accueillir Donald Trump pour le défilé du 14 juillet, et pour la fête nationale en France. Et puis, on l'a vu dimanche, accueillir Binyamin Netanyahou et s'entretenir avec le Premier ministre israélien. Et on ne peut pas s'empêcher de penser, après le discours de Macron à Versailles, de la présentation de son plan d'action, on a du mal à cerner quelle est l'action, quel est le rôle qu'il entend jouer, lui, en tant que président de la République, sur la scène internationale. Bonjour à vous. Écoutez, d'abord, merci de trouver du temps pour moi. Quel rôle il va jouer? À mon avis, il ne le sait pas encore. Pour l'instant, il n'en est pas encore au rôle, il en est au positionnement. Et son positionnement est très politiquement intelligent. Il a fait une campagne et quelques premières semaines de présidence avec une politique internationale très claire qui était pro-européenne pour faire pièce à Le Pen et pro-allemande, au fond, à l'intérieur de l'Europe. Et puis, le problème de ce positionnement-là, c'est que ça l'a risqué de mettre la France en position seconde, en position finalement derrière l'Allemagne, tout simplement. Et on voit très bien que le président ne veut pas s'en contenter, et pour ne pas s'en contenter, il faut qu'il puisse jouer différentes cartes pour pouvoir choisir le moment venu son rôle. Et son positionnement avec Trump, de ce point de vue, est très malin, parce que s'est développé depuis l'élection de Trump plus qu'une rivalité, je crois qu'on peut même dire une hostilité entre Mme Merkel et M. Trump. Oui. Donc, en refusant de se mettre tout simplement derrière Mme Merkel, en voulant de bonnes relations avec le président des États-Unis, il la court-circuite un peu. La court-circuite un peu, et puis surtout donne à la France la possibilité de jouer un jeu indépendant dans cette hostilité, au lieu de se ranger franchement dans un camp ou dans l'autre. Et Donald Trump semble vouloir jouer ce jeu aussi. Et c'est bien pour ça, à mon avis, que Donald Trump a fait aussi bonne figure, a accepté aussi volontiers, n'a pas fait de déclarations qui puissent être perçues comme contre Macron. Je pense bien, parce que lui aussi voit dans une relation avec la France une façon d'éviter que le dialogue avec l'Europe soit une pure confrontation avec l'Allemagne. Voilà. Et donc, il pourrait y avoir un nouvel axe qui est en train de se former entre Paris et Washington, même dans un contexte européen ou dans le contexte de l'OTAN en particulier. C'est certainement l'ambition du président français, et ça peut correspondre aux intérêts des États-Unis en ce moment. Donc c'est possible, oui. Alors, on a vu aussi Binyamin Netanyahou à Paris et sa rencontre avec Emmanuel Macron. Là aussi, est-ce que on a vu qu'il a rencontré il y a quelques jours Mahmoud Abbas à l'Élysée. Là aussi, est-ce que la France aurait à nouveau, on parle toujours de ce rôle à jouer au Proche-Orient, est-ce que la France Emmanuel Macron veut jouer un rôle spécifique, particulier dans le contexte proche-oriental, ou il est prêt à laisser les États-Unis s'embourber dans ces marécages difficiles? Je ne trouve pas que les États-Unis s'embourbent tant que ça en ce moment. Oui, certainement que Macron veut faire jouer un rôle à la France. Je ne suis pas si certain qu'il y parviendra. Oui. Je dois dire que objectivement, quand on connaît aussi peu les choses, que ce n'est son cas, le seul fait de dire « je reçois et Netanyahou et Abbas », c'est l'expression d'une ambition, certainement, de vouloir jouer un rôle entre les deux.
mais je ne suis pas sûr que ça lui en donne la capacité. Mais on se souvient que pendant la campagne électorale, il avait compris que le principe devait être de respecter une forme d'impartialité entre les deux partis. Et il avait dit il n'est pas question de se positionner en faveur de l'un au détriment de l'autre. Par exemple, il avait en fait d'une certaine manière dénigré l'initiative, la conférence initiée par Laurent Fabius et répercutée par François Hollande. Il s'était mis de côté par rapport à cela et en comprenant qu'il fallait jouer un rôle très impartial dans ce conflit si on voulait espérer faire avancer les choses. Je suis d'accord. Et c'est certain qu'on a connu bien pire que ce qui semble se dessiner en ce moment. La neutralité, c'est mieux que la position traditionnelle du Quai d'Orsay. Ça ne veut pas dire que la France aura une grande influence pour autant, parce qu'il en faut plus. Mais c'est déjà un irritant en moins, si ça se confirme, hein, un irritant en moins dans les relations franco-israéliennes qui, encore une fois, s'il se confirme, doit être salué. Alors, je disais que vous vous intéressez à la personnalité de Donald Trump dans l'un de vos ouvrages. Essayez de nous décrypter le personnage, cet homme dont le monde entier qualifie le principal, on va dire, le principal trait de caractère, l'imprévisibilité. Je crois que c'est avant tout un excellent tacticien. C'est d'ailleurs pas un secret, hein. Son livre s'appelle L'art du deal. Ouais. C'est un homme qui a fait des affaires avec succès dans un domaine où il faut savoir très bien négocier. Quand on est dans l'immobilier puis dans les jeux, la plupart des gens qui font fortune dans l'immobilier et dans les jeux la perdent ensuite. Parce qu'il y a toute une série de crocodiles qui se tournent autour de vous. Lui ne l'a pas perdu, ce qui prouve une habileté tactique qu'il a gardée en politique. En politique, ses idées sont assez simples. Hein, c'est pas un philosophe, c'est clair. Mais ce sont les mêmes depuis 40 ans. C'est un protectionniste. C'est quelqu'un qui veut faire passer les intérêts de l'Amérique avant le rôle de régulateur global du monde et qui laisse volontiers ce rôle aux autres s'il en a l'occasion. En revanche, c'est vraiment un bon tacticien. C'est-à-dire que lorsque Trump dit quelque chose, il ne faut pas seulement regarder ce qu'il dit, il faut se dire qu'il a anticipé comment son opposition réagira et les conséquences que cela aura. Et c'est en oubliant cela, je pense qu'on le sous-estime quelquefois. Alors nous, ici, vu d'Israël, on est un peu déboussolé par le positionnement de Donald Trump. D'un côté, il y a bien entendu ce livre-là, L'art de faire un deal, que les conseillers nous renvoient dès que l'on parle du conflit israélo-palestinien, en prétendant qu'il va conclure ce deal. Mais en fait, tout de même, on est déjà 6 mois après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, et on a le sentiment que ça n'avance pas vraiment. Alors, est-ce que peut-être les choses avancent de manière masquée pour parvenir plus rapidement à la conclusion d'un accord, ou alors, véritablement, on patauge, quoi. C'est-à-dire qu'en dépit de la bonne volonté, en dépit du fait, et j'aurais tendance à dire qu'un homme, un agent immobilier, soit il conclut un deal en matière immobilière, puisqu'il s'agit d'un conflit territorial, il conclut un deal très rapidement parce qu'il a très vite cerné qui était son interlocuteur, ou alors il n'y parvient pas. Et là, on a le sentiment qu'il ne parvient pas véritablement à cerner la problématique, ou peut-être il la cerne trop bien. Je crois que ce n'est pas le rôle des États-Unis de finir le conflit entre Israël et les Palestiniens, et qu'il le sait très bien. En revanche, ce qu'il a fait, c'est le discours de Riyad, qui est pour le coup un positionnement géostratégique très clair. C'est « je choisis le camp sunnite contre l'Iran, je dote le camp sunnite d'une supériorité militaire écrasante, qu'il avait en fait déjà, notamment du fait des relations qui semblent exister entre les appareils militaires de l'Arabie saoudite et d'Israël depuis très longtemps maintenant. Une fois posé très clairement que l'Iran ne gagnera pas ce conflit parce que le camp adverse est plus fort, au fond, l'Arabie saoudite, avec son nouveau leader, Israël, avec son ancien leader, doivent trouver les contours du deal. Et c'est plutôt entre ces deux pays que cela se fera qu'avec les États-Unis qui jouent un rôle de facilitateur, qui donnent des orientations, mais qui ne peuvent pas. Le temps où les États-Unis essayaient de dessiner des cartes a duré très longtemps et a toujours échoué. Très clairement, Trump ne fait pas ça. Et pourtant, son émissaire, Jason Greenblatt, vient en Israël presque chaque mois. Et même si on pourrait comparer ces visites à la politique des petits pas d'Henry Kissinger, eh bien, ce sont vraiment pour l'instant des très petits pas, parce qu'on ne voit pas véritablement
de progrès. Directement entre Mahmoud Abbas et Israël, je pense qu'il ne peut pas y avoir un progrès considérable. C'est pas Abbas, il a 82 ans, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Il a passé toute sa vie dans un état d'esprit qui ne va pas changer maintenant. Il a derrière lui, même s'il voulait le changer, des gens qui pourraient le tuer s'il le changeait trop. Ouais. Donc là, ce qu'il faut, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y ait des dialogues informels, une coopération de sécurité, ce genre de choses. Mais le grand deal ne viendra pas de là. Le grand deal viendra du changement d'équilibre général dans la région. Un affaiblissement de l'Iran le jour où ça se produira, et un deal fondamentalement entre Israël et les grandes puissances sunnites autour, les Palestiniens en bénéficiant par ricochet. C'est-à-dire que un accord de paix entre Israël et les Palestiniens devra passer préalablement par un accord de règlement avec les puissances sunnites. Modéré. Oui, ce qui est l'inverse de ce qu'on disait longtemps. Voilà. Pendant très longtemps, les Arabes disaient, écoutez... C'est d'ailleurs ce que disent les Américains. Ça n'a pas fait plaisir aux Palestiniens, mais c'est ce que disent les Américains. Ils l'ont dit tout de suite après la visite de Trump dans la région, mais ça n'a pas fait beaucoup plaisir aux Palestiniens, et même depuis certains responsables du monde arabe modéré disent c'est pas tout à fait précis comme ça. Voilà, et puis il y a toujours, comme vous le savez mieux que moi, il y a toujours au Moyen-Orient ce qui se fait, ce qu'on peut dire. Mais ce qui se fait, c'est ça. Et les Arabes, pendant longtemps, disaient commencez par avoir un accord avec les Palestiniens et à ce moment-là, après on normalisera, ce qui était une façon de garantir qu'il n'y ait jamais de normalisation, puisque les Palestiniens, sachant qu'ils avaient cet outil, n'allaient jamais accepter. Là, ils disent commencez à discuter, on normalisera et ça mettra la pression, ça créera une dynamique favorable pour un accord. Si ça ne marche pas, rien ne peut marcher. Alors, nous allons terminer cet entretien par un point qui m'intéresse tout particulièrement, puisque vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur la politique et la Bible. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit et comment vous êtes arrivé à cette démarche. Il s'agit, dans les 3 minutes qui me restent, oui, vous pouvez y aller. Il s'agit de montrer comment est apparue la notion de liberté individuelle dans la Bible à travers une autre notion qui est celle de limitation et de séparation des pouvoirs. Si vous vous replacez à l'époque tanachique, nous sommes entourés d'immenses empires où le roi est un dieu, systématiquement, que ce soit le roi des Perses, les Assyriens, le pharaon. Et apparaît un petit peuple qui dit « oulala, attendez, d'abord il n'y a qu'un seul dieu ». Pour commencer, clarifions les choses. Ensuite, il peut y avoir un roi, mais il ne faut pas qu'il ait trop de chevaux, trop d'argent, etc. Ouais. Et puis, il y aura des juges. Et puis, il y a les Kohanim qui ont du pouvoir politique. Et puis, il y aura les prophètes qui peuvent entrer dans une salle, insulter tout le monde et repartir sans qu'on leur fasse rien. Et il n'est jamais dit lequel de ces 4 pouvoirs l'emporte sur les autres. Donc, on crée... le fameux Mishkan. Hein, absolument. Donc, on crée une société où il y a plusieurs sources des pouvoirs séparées les unes des autres. Au départ, l'objectif n'était pas de créer la liberté individuelle. L'objectif, c'était de créer une société selon ce que veut Akadosh Baruch Hu. Mais le résultat politique de cette société où les pouvoirs sont limités, sont séparés, c'est bien que progressivement apparaît la figure de l'individu libre, de l'individu qui peut s'opposer au pouvoir, de l'individu qui peut partir, entrer. Et voilà, c'est ce développement de la naissance de la liberté dans le monde juif entouré de grands empires théocratiques que j'ai voulu décrire dans le livre. Et cette liberté, elle passe par la sortie d'Égypte, la liberté de l'esclavage, la sortie de l'esclavage, c'est aussi lié ? C'est bien sûr, c'est d'autant plus facile d'arriver à la liberté individuelle que toute l'histoire de Tanakh, c'est l'histoire de la libération du peuple. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, comment vous êtes arrivé à cela ? C'est-à-dire, on a commencé notre entretien en parlant de relations internationales, de Donald Trump, et comment vous arrivez à cet intérêt pour la Bible et pour la Torah, pour la politique dans la Torah ? Écoutez, en 2 mots. J'ai grandi dans une atmosphère de réflexion politique, puisque mon grand-père était un historien des idées politiques, qui s'appelait Raoul Girardet, qui était ami de Raymond Aron, qui a passé toute sa vie à la fois à être décrit comme un homme d'extrême droite et à être, je peux en témoigner, la personne la plus libérale et la plus ouverte d'esprit que j'ai jamais rencontrée. Donc le lien entre la liberté et la politique d'une part, et le fait que tout ce qu'on nous dit est très souvent faux d'autre part, et puis une éducation religieuse un peu comme tout le monde, ou comme plus que tout le monde, fait que tout ça s'est combiné et que j'ai trouvé que ce livre était un livre qui devait être écrit, puisque Tanakh a été commenté des milliers et des milliers de fois, mais ne l'avait pas encore été exactement sous cet angle.
Eh bien, Armand Laferrère, merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com pour parler à la fois de relations internationales, de relations entre la France, les États-Unis et Israël, de ce processus de paix qui toujours patauge un petit peu, mais aussi donc de la liberté dans la Bible, de la politique dans la Bible. Merci d'avoir abordé avec nous tous ces sujets. Heureux d'avoir fait votre connaissance et bonne continuation. Merci Merci Shalom. Daniel.